Bonjour à toutes et à tous. Voilà un nouveau midi de l'IREMO, hélas en ligne. On attend avec impatience que les conditions sanitaires nous permettent de revenir dans la petite salle chaleureuse de la rue des Carmes. Mais enfin, de toute façon, quiconque n'est pas là aujourd'hui pourra voir en vidéo dans quelques semaines l'ensemble de cette discussion qui porte, comme vous le savez, donc avec Gilles Paris sur Biden au Moyen-Orient, objectif Chine. Nous sommes presque un an jour pour jour après l'investiture de Joe Biden. Sa politique au Proche-Orient commence à prendre forme. Il poursuit non sans mal, on l'a vu en Afghanistan, le retrait progressif des États-Unis du Moyen-Orient qui avait été engagé par ses prédécesseurs. Il précise sa démarche sur le dossier israélo-palestinien, qui est peut-être, je crois, relativement secondaire à ses yeux, mais il est très actif sur le dossier iranien, évidemment beaucoup plus important. Le 8e round de négociations qui a commencé à Vienne et auquel il participe indirectement, puisque les États-Unis ne sont plus dans l'accord de 2015, pourra peut-être marquer une avancée. C'est les nouvelles contradictoires qui nous parviennent de Vienne. Alors, je résume à grands traits, comme le titrait récemment le Jerusalem Post, la lune de miel entre Bennett et Biden est terminée. Et effectivement, sur la question palestinienne, un certain contentieux, disons, s'alourdit avec Washington qui, sur les paramètres fondamentaux du conflit, a renoué avec les positions d'avant-Trump. Solution à deux États, colonie requalifiée d'illégale, refus de toute annexion qui, de fait, enterre le deal du siècle. Washington a aussi repris sa place au sein de l'UNRWA, avec un budget non négligeable, a rouvert la mission de Palestine aux États-Unis, souhaite rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est, mais se heurte sur ce point à un refus intransigeant de Naftali Bennett et de Yair Lapid, exprime même ponctuellement des réserves, comme par exemple sur la caractérisation comme terroriste de 6 ONG palestiniennes de défense des droits humains. Enfin, Washington presse en permanence Tel Aviv de multiplier les gestes en direction de l'autorité palestinienne, de toute évidence, pour tenter de la sauver. Mais la divergence principale entre Washington et Tel Aviv porte sur le dossier iranien. Le nouveau gouvernement poursuit en effet la politique du précédent. Il est opposé officiellement à un retour à l'accord de 2015. Il a tout fait pour gêner les négociations, y compris en continuant à bombarder régulièrement les milices iraniennes en Syrie, sans d'ailleurs provoquer de réaction à Moscou, en attaquant aussi les tankers iraniens et en sabotant à plusieurs reprises la centrale de Natanz. Naftali Bennett, Yair Lapid et le chef d'état-major de Tsahal menacent même régulièrement de déclencher une opération militaire majeure, y compris unilatérale, contre l'Iran. Mais la crédibilité de ces annonces est réduite par les déclarations de la majorité des anciens responsables de l'armée et des services israéliens qui la jugent impossible ou trop dangereuse. Et tous, c'est ça qui est frappant, dressent un bilan de faillite de cette politique commune, au fond, à Netanyahou et à Bennett. Le retour, sous une forme ou sous une autre, à l'accord de 2015 semble possible, mais Téhéran, entre-temps, a mis à profit le retrait américain de 2018 pour enrichir son uranium. Au-delà de ce désaccord public, ce qui semble sous-tendre la démarche des États-Unis, n'est-ce pas la peur que l'Iran menacé, lâché plus ou moins par Poutine, ne se tourne vers la Chine et avec lui ses alliés en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen. Et d'ailleurs, les rencontres entre Iraniens et Chinois sont de plus en plus fréquentes. On en fait maintenant état publiquement. Il semble, et là-dessus je vais interroger Gilles, ce sera sans doute un des éléments les plus importants de notre échange, que la résistance à la montée en puissance de la Chine devienne vraiment l'élément surdéterminant de toute la stratégie américaine. Alors Gilles Paris est très bien placé pour analyser ces évolutions. Il a été journaliste et il est journaliste et éditorialiste au Monde. Il en a été le correspondant à Jérusalem de 2001 à 2006, je crois, et à Washington de 2014 à 2021.
Il est aussi le co-auteur du livre American et Trump chez Gallimard, paru en septembre dernier. Alors Gilles, tu connais la règle du jeu, tu as une demi-heure ou 35 minutes pour introduire la discussion, après quoi tu dialogueras avec les participants et avec moi. Si ça te va, je te donne la parole. Merci Dominique, merci infiniment pour votre invitation. J'y suis très sensible. Tu évoquais les deux postes que j'ai pu exercer pour Le Monde, celui de Jérusalem et de Washington. Et ce qui me frappe lorsque tu les mentionnes, c'est combien le temps a changé. Lorsque j'étais arrivé à Jérusalem, la région était encore au cœur de toutes les préoccupations mondiales, et à commencer par les préoccupations américaines. Et quand je suis parti de Washington l'été dernier, le Proche-Orient était devenu un peu le grand absent de la stratégie, des conversations, des préoccupations des États-Unis, quel que soit le camp interrogé d'ailleurs. C'est ça qui est frappant. Alors, quand on revient à Joe Biden, qui est sans doute le président qui jouit de la plus grande expérience en matière internationale depuis très longtemps, depuis George H.W. Bush, sans doute, qui lui aussi avait accédé à la présidence au terme d'une longue carrière très riche. Le père, donc. Hein. Le père, absolument. Riche de postes très variés, mais qui ont été très souvent centrés sur la diplomatie. Donc, Biden, arrivant à Washington, a fait naître beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances. Espérance tout d'abord d'une diplomatie maîtrisée, raisonnée, sans doute prévisible, parce qu'il avait pour cela des années d'expérience, notamment en tant que président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat. Alors, ça fait déjà un an, presque, ce sera le 20 janvier prochain, et qu'il est à la Maison-Blanche, et le proche Moyen-Orient, c'est le grand absent. Et on peut même considérer que jusqu'à présent, Biden s'est vraiment limité au strict minimum. Certes, lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, il prend quelques mesures qui sont symboliquement significatives, notamment l'abrogation du décret qui introduisait le travel ban, cette interdiction d'accéder au territoire américain qui visait principalement des pays musulmans. Il y a eu aussi la volonté de revenir sur une politique beaucoup plus généreuse vis-à-vis des réfugiés. Et on sait que parmi les réfugiés qui arrivent aux États-Unis, il y a beaucoup de réfugiés de Syrie, beaucoup d'Irak et beaucoup d'Iran. Mais en dehors de ces petits gestes significatifs, symboliques, mais forts, certes, forts d'un point de vue symbolique, mais on ne voit pas grand-chose. On a l'impression que le Moyen-Orient est vraiment à l'écart des initiatives les plus fortes de Biden. On va en parler beaucoup, ça va être sans doute une sorte de fil conducteur de notre discussion. Évidemment, tout ce qui vise, concerne, touche à la Chine. Ce qui touche aussi, ce qui concerne le transatlantique, et derrière cela, il faut voir cette relation avec Poutine. Et puis il y a aussi le sommet pour la démocratie, dont on a vu qu'à part Israël, seul l'Irak avait été pays invité pour la région qui nous concerne, avec quelques figures de la société civile, dont un Égyptien interdit de voyager parce que c'est un défenseur des droits de l'homme et que ça le place évidemment en difficulté avec le régime d'El-Sisi. On peut constater aussi qu'un an après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a toujours pas mis le pied au Proche-Orient. Contrairement à Obama, on se souvient du discours du Caire le 4 juin 2009, et contrairement aussi à Trump, ce qui était plus surprenant, mais sa première visite, son premier déplacement, il l'effectue à Riyad, et c'est là qu'il va lui aussi prononcer un discours le 21 mai 2017 qui va prendre le contre-pied de son prédécesseur, notamment sur le thème de l'universalité de la démocratie, et on comprendra bien vite pourquoi lorsqu'on verra Trump encenser les pouvoirs autoritaires et les hommes forts de par le monde.
Alors, cette absence du Proche-Orient, elle est conforme à la tribune que Joe Biden avait publiée dans le magazine Foreign Affairs en mars 2020, qui constituait l'ébauche de son programme en politique étrangère. Dans cette tribune, vous en souvenez sans doute, il était beaucoup plus question de middle class que de Middle East. Et on avait l'impression que la politique des États-Unis dans la région se limitait à 3 points. La lutte contre le djihadisme, la sécurité d'Israël et l'endiguement de l'Iran via un nouvel accord, un JCPOA++, visant à prendre le relais de celui que Trump avait déchiré. On est donc très loin, à ce moment-là, du discours du Caire, qui était conforme à l'usage performatif du discours que faisait Obama au début de sa présidence. On se souvient qu'il s'agissait alors de se réconcilier avec les pays arabes, après le choc de l'invasion de l'Irak et des déstabilisations qui s'en étaient ensuivis. Au-delà avec les pays musulmans, d'ailleurs. C'était un appel au dialogue avec l'islam. Absolument. Un dialogue avec l'islam. Mais il y avait aussi dans ce discours une initiative israélo-palestinienne qui allait déboucher sur le gel temporaire de la colonisation. Et en cela, Obama était conforme aux présidents qui l'avaient précédé, qui avaient tous dans leur agenda assez vite une initiative de paix israélo-palestinienne. On sait bien ce qui est advenu de cette initiative d'Obama, et Joe Biden en avait fait lui-même les frais le 9 mars 2010, vous en souvenez sans doute, lors d'une visite à Jérusalem qui avait coïncidé précisément avec l'annonce de nouvelles constructions d'habitations dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est. Et c'est sans doute un camouflet qu'il a en mémoire et qui peut le conduire à la plus grande prudence sur ce dossier. Loin d'Obama, mais loin aussi de Trump. On se souvient que Trump reçoit Netanyahou dès le 15 février 2017, et c'est à ce moment-là qu'il parle du deal du siècle, que ce deal du siècle consiste en two state, one state, I like the one that both parties like. Voilà, tout était ouvert, mais il y avait en tout cas une ambition qu'il titillait d'autant plus que, comme ses prédécesseurs avaient échoué, réussir sur ce point, c'était pour lui, pour quelqu'un qui était obsédé par l'idée de la réussite, un objectif tout à fait scintillant et attractif. Mais ça, c'était donc en février 2017, et puis très vite, il y a eu le glissement sur des positions israéliennes comme jamais, qui débouche en janvier 2020 sur ce plan de paix qui épouse, mais scrupuleusement, les points israéliens. Trump également, marqué par son premier voyage, et là il faut reconnaître du savoir-faire à la diplomatie saoudienne qui avait su lui offrir toute la magnificence, le luxe, l'opulence qu'il apprécie par-dessus tout. La danse des sabres. Voilà, la danse des sabres, la promesse, le mirage des contrats, toujours, contrats militaires. Je ne sais pas combien de fois les Saoudiens promettent les mêmes achats sans qu'ils se réalisent. Mais en tout cas, ça avait été un investissement très, très fructueux. On l'avait vu en 2018 lorsque Trump avait vraiment défendu mordicus le prince héritier, englué dans le scandale de la mort atroce de Jamal Khashoggi. On peut d'ailleurs, excuse-moi Gilles, dire que Trump avait fait quelque chose dont on a mesuré qu'après les conséquences, c'est-à-dire donner un feu vert absolument analphabète, si on peut dire les choses comme ça, à l'embargo contre le Qatar. Absolument. Alors après, il faut reconnaître qu'après... l'a réalisé. Après, le Pentagone et le département d'État ont
quand même considéré que c'était un calcul tout à fait hasardeux, un pari perdu, très vite perdu, et donc il y a eu une évolution de la position américaine pour parvenir à une réconciliation. Mais je pense que la subtilité des dissensions dans le Golfe échappait très largement à Donald Trump. Hein. Je ne pense pas qu'il attachait la moindre importance à ce problème-là. Et donc, quand on fait la comparaison entre Joe Biden et ses deux prédécesseurs, on voit la différence. Et même sur le dossier israélien, alors certes, il y a eu les élections, les énièmes élections qui avaient empêché sans doute des visites plus précoces, mais Bennett avait dû attendre le mois d'août de l'année dernière pour pouvoir se rendre à Washington, alors qu'il était en poste depuis le mois de juin. Donc, si on essaie de caractériser ce qu'est pour l'instant cette politique moyen-orientale ou proche-orientale à minima de Joe Biden, on trouve évidemment, par rapport à Trump, une série de ruptures. Tu l'as évoqué sur Israël, c'est très clair, même si on peut considérer que c'est quand même un service minimum. Certes, la représentante palestinienne à Washington a ouvert, mais on peut difficilement comparer avec le statut qu'elle pouvait avoir avant. C'est pas du tout, je dirais, un 180 degrés sur une partie d'ailleurs de l'héritage de Trump. Certes, ce que tu as dit sur la colonisation, sur l'objectif des deux États, on revient effectivement aux normes américaines en vigueur depuis très très longtemps, mais c'est pas un 180 degrés notamment sur les accords Abraham, de la normalisation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan. Au contraire, cet héritage-là a été endossé par Biden totalement. Et puis, donc, il n'y a pas d'initiative de paix nouvelle américaine sur ce dossier israélo-palestinien. Alors, sur l'Iran, on trouve aussi de la rupture, et de la rupture assez forte. Alors, l'objectif pour Trump et pour Biden est en apparence le même. C'est un JCPOA++, qui a inclus aussi une sorte d'endiguement de l'influence régionale de l'Iran et qui comprend également une limitation de son programme balistique. Mais le ton est nettement différent, c'est-à-dire que Biden s'engage pour réussir, alors qu'on s'est toujours demandé quel était l'objectif véritable de l'administration Trump. Est-ce qu'il s'agissait du regime change ou autre chose? En tout cas, rien n'était fait pour parvenir à ce résultat-là. Et puis on peut noter que dans ce dossier iranien, Biden fait le choix d'un expert, Bob Malley, comme tête de pont des négociations, même si elles sont indirectes, puisque les États-Unis ont quitté le JCPOA en 2018, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu et qu'on classerait plus volontiers parmi les dialoguistes. Donc, pour résumer ce changement, ce glissement de Washington sur le dossier iranien, on pourrait dire que c'est plus le think tank du Forum des démocraties à Washington et les faucons républicains comme Tom Cotton ou Marco Rubio qui mènent le bal, qui donnent la tonalité de l'échange avec les Iraniens. Dernier point de rupture, malgré tout, c'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte, mais là aussi on est plus dans l'entre-deux. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, il y a eu certes la publication du rapport de la CIA sur le fait que le prince héritier était très, très manifestement le commanditaire de cet assassinat, mais ça n'a pas été suivi de sanctions. Sinon, une sorte de mise au piquet de MBS qui tomberait d'elle-même d'ailleurs si son père devait disparaître. Pour ce qui est de l'Égypte, c'est un peu pareil. Alors certes, Sisi n'est plus le dictateur préféré dont Trump admirait les chaussures rutilantes, manifestement, mais l'Égypte a conservé une partie de son aide militaire américaine, même si 130 millions ont été retenus dans l'attente d'amélioration sur la question des droits de l'homme de la part du régime égyptien, dont on peut considérer qu'ils ne sont pas quelque chose qui est garanti. Il n'y a pas une pression très très forte, quoi. Il y a un changement de ton, mais ce n'est pas du tout une pression sur ces deux pays-là. Alors en fait, il y a quand même
à mon sens, beaucoup plus de continuité que de rupture si on regarde le temps moyen de la diplomatie américaine. Et ce temps moyen de la diplomatie américaine, il contient en fait un rêve, celui du désengagement du Proche-Orient. Euh, alors, il est assez conforme à ce que, instinctivement, pensait Trump. Trump refusait toute responsabilité américaine sur la marche du monde. Il avait une approche très mercantiliste des relations internationales. Il avait une sorte de non-interventionnisme un peu ambigu, c'est-à-dire que l'usage de la force était sélectionné à des coups quand il s'agissait d'éliminer al-Baghdadi ou Soleimani. Mais en tout cas, il y avait cette volonté de se sortir de la région. On se souvient du bras de fer interminable qui a été livré entre le président et son ministère de la Défense sur la présence des forces spéciales américaines dans le nord-est de la Syrie, sans la présence desquelles la Turquie aurait sans doute beaucoup va avancer, et puis le régime syrien également. Continuité aussi par rapport à Obama. On se souvient combien il avait été échaudé par son échec sur la question israélo-palestinienne, pardon. Combien, malgré tout, malgré le désengagement de 2011, le retrait d'Irak avait été quand même frappé d'échec, notamment avec l'évolution du pouvoir irakien pendant le second mandat d'Obama. Et puis évidemment, échec sur l'Afghanistan, malgré le surge qui avait été décidé, contre l'avis de Joe Biden. Il faut lui reconnaître ce point. C'est un thème sur lequel il n'avait jamais bougé. En fait, dans le bilan d'Obama sur la région, il n'y avait qu'un seul succès notable, qui était le JCPOA, mais qui était lui-même aussi un compromis obtenu. Les Français étaient là pour s'en plaindre souvent, parfois au terme de certaines largesses. Compromis pour se désengager et pour se réengager ailleurs, évidemment sur la Chine, sur l'Indo-Pacifique, puisque à ce moment-là, Obama avait déjà fixé l'objectif du pivot de la diplomatie et des États-Unis tout entier vers le Pacifique. Donc ces continuités, elles sont profondes, c'est des tendances lourdes. Les priorités qui rétrogradent le Moyen-Orient sont là pour rester. Priorités chinoises, on ne cesse d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains connaissent beaucoup plus Taïwan que la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Je pense qu'ils peuvent sans doute la placer plus facilement sur une carte parce qu'on la voit plus facilement et plus souvent à la télévision. Permanence aussi de la nuisance russe avec l'Ukraine, qui capte elle aussi une bonne partie de l'énergie de cette administration. À cela, à cette vision qui va durer, s'ajoutent des facteurs à la fois internes et externes qui peuvent expliquer les réticences, les hésitations peut-être de l'administration Biden. Le premier facteur, à mon avis, c'est peut-être le fonctionnement de cette administration, avec deux points. Le premier point, c'est l'incapacité à improviser. On l'a vu quand il y avait eu l'offensive israélienne sur Gaza au mois de mai 2021. L'administration avait été à la remorque, elle avait peiné avant d'élaborer un discours qui était assez convaincant. Et puis on l'a vu évidemment, mais de manière beaucoup plus décuplée en août en Afghanistan. Un autre problème de cette administration, à mon sens, c'est peut-être le syndrome du cercle. C'est-à-dire que les postes les plus importants, qu'il s'agisse de Jake Sullivan, de Tony Blinken ou de Avril Haines, qui est la directrice du renseignement national, ce sont tous des personnes qui ont été des juniors dans l'entourage de Joe Biden. Et donc, Joe Biden n'a pas, comme pouvait avoir Obama, lorsque Hillary Clinton occupait le département d'État, une personnalité indépendante, forte,
qui pouvait éventuellement élaborer une réflexion politique, stratégique différente de la sienne, mais avec laquelle il était obligé de s'affronter ou de se frotter. Biden, il n'a pas ça, et c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire qu'il est peut-être engoncé dans des certitudes que personne ne vient challenger, et c'est sans doute pas très très bon. Et ça peut être un des facteurs d'explication du fiasco afghan. Un autre facteur externe cette fois-ci, c'est quand même la polarisation insensée de la politique américaine, qui joue aussi sur les priorités nationales. On le voit sur un point de détail très précis, c'est le chemin de croix que constituent les processus de nomination, de validation par le Sénat, qui deviennent otages de postures politiques, que ce soit celle de Ted Cruz ou encore une fois de Marco Rubio. Et ça crée du dysfonctionnement, c'est évident. Autre élément de la dissension américaine, c'est l'évolution comparée du Parti républicain et du Parti démocrate sur la question israélienne. On se souvient du résultat des études du Pew Research Center qui montrait en 2018 que pour des électeurs démocrates, lorsque 27% éprouvaient spontanément de la sympathie pour Israël, il y avait 25% qui éprouvaient de la sympathie pour les Palestiniens, ce qui est très très nouveau. Alors que dans le même temps, c'était 79% des républicains qui avaient de la sympathie pour Israël et seulement 6% pour les républicains. Alors certes, on peut accentuer, et ça s'est accentué. Alors certes, on peut. Ils sont incroyables l'été dernier. Enfin. Alors certes, on peut se féliciter de ce rééquilibrage au sein du Parti démocrate, mais ça peut pas jouer en tout cas, ça peut freiner au contraire toute dynamique ou toute initiative au Congrès, parce que la politique étrangère, qui était un des rares sujets de consensus pendant très longtemps, eh bien, elle ne l'est plus. Donc ça devient, on tombe très vite dans la bataille de rue sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est un facteur d'inertie, sinon de paralysie. Un dernier facteur externe que j'évoquerai pour peut-être expliquer les réticences ou les maladresses ou les erreurs de Joe Biden, je dirais que c'est pour utiliser un terme de poker, c'est la fatalité de la mauvaise main. Biden n'a pas de bonne carte. On le voit lorsqu'il veut se réengager avec l'Iran, avec vraiment la volonté d'aboutir assez vite à un compromis, parce qu'il y a derrière cela cette obsession chinoise, le temps politique est passé. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir iranien qui est un pouvoir fortement influencé par l'aile des gardiens de la révolution, et on a l'évolution de la Chine avec un début d'engagement peut-être encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas qui donne des cartes nouvelles aux Iraniens et qui rendent l'impératif d'un deal avec les Américains et les autres négociateurs, enfin, les autres pays internationaux avec lesquels ils négocient, moins impératif. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise main aussi avec le Yémen. Il y a eu cette volonté très vite de rompre l'engagement, enfin le soutien américain à cette guerre infernale qui se déroule depuis maintenant bientôt 2 décennies. Si on remonte aux origines de la rébellion autiste, c'était en 2005 si je me souviens bien. Et puis, dernière mauvaise main, celle-là, elle concerne le dossier israélo-palestinien. On a une coalition israélienne dont le ciment principal était tout sauf Netanyahou. Quelle serait sa stabilité s'il y avait des négociations qui touchaient le dossier palestinien? On peut en douter. Enfin, on peut en douter de sa solidité. Et enfin, évidemment, le leadership palestinien. Et quand on parle de leadership, on peut s'interroger sur le premier terme. Je ne pense pas qu'il y ait eu un
un président américain avec un camp palestinien aussi affaibli depuis des décennies. Donc, tout ça n'incite pas non plus à une prise de risque sur un dossier qui, de toute façon, est compliqué et miné. Donc, tous ces facteurs, toutes ces pesanteurs font qu'il y a sans doute à Washington un urgent désir de se tenir en retrait, de s'écarter au maximum d'une région pour laquelle on ne peut guère espérer d'autre chose que des bourbiers dans lesquels les Américains se sont longtemps enlisés ou pour laquelle ils ont brûlé beaucoup de capital politique et diplomatique sur des dossiers qui n'ont pas abouti. Alors, est-ce que Biden peut s'en tenir là? On voit bien avec le dossier iranien que c'est difficile, parce que le statu quo, en tout cas l'immobilisme est rarement de mise dans la région. On peut avoir de l'extérieur le sentiment d'immobilisme, et je pense d'ailleurs que ça vaut aussi pour le dossier israélo-palestinien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'une manière invisible dans les mentalités, dans la vision du monde que les deux parties peuvent avoir, et on en verra les conséquences bien plus longtemps. Mais ça vaut aussi pour l'Iran, avec évidemment ce dossier qui a un dossier de prolifération qui est extrêmement délicat. Et on peut se souvenir que le Moyen-Orient se rappelle très très souvent aux présidents qui souhaitent le quitter. Lorsque George W. Bush, donc le deuxième, est arrivé à la Maison-Blanche, si on se souvient de la tribune que sa conseillère Condoleezza Rice avait publiée dans Foreign Affairs aussi je crois, peu de temps avant son arrivée à la Maison-Blanche, le Moyen-Orient n'était pas sur la carte. C'était uniquement contenir la Russie, avoir une relation plus claire avec la Chine, lutter contre la prolifération nucléaire. Tout ça, c'était en tête de chapitre, mais il n'était pratiquement pas question du Moyen-Orient. Et il a fallu attendre le 11 septembre pour que le 3 octobre suivant, Bush évoque pour la première fois la vision d'un État palestinien qu'on allait retrouver en juin 2002 sous une forme plus élaborée, mais qui avait comme préalable le départ ou le renouvellement d'un leadership palestinien. On a un autre exemple aussi, c'est Obama. Obama, donc, qui orchestre le retrait américain avant la campagne de réélection de 2012, qui minore l'émergence de l'État islamique. On se souvient qu'il parle à l'époque d'une équipe B par rapport à l'Al-Qaïda, et qui est finalement rattrapé par justement cette offensive fulgurante de l'État islamique qui va jusqu'à menacer Bagdad, et qui est obligé de se réengager à son tour au Moyen-Orient à l'été 2014. J'arrivais tout juste à Washington et j'avais encore quelques restes de mes années proche-orientales, et elles avaient été mises à profit tout de suite. Donc voilà, il y a une fatalité comme ça du retour américain dans une région dont Oui. Je ne veux pas te presser, mais le temps court. J'en termine. On a parlé de la Chine quand même, et j'aimerais bien que tu nous dises un certain nombre de choses sur cette obsession chinoise. En quoi elle est rhétorique, en quoi elle est réelle, en quoi elle structure la stratégie américaine, et y compris les décisions qui seront prises ou non sur l'Iran en particulier. D'accord. Alors, la Chine apparaît progressivement comme rival menaçant à la fin du second mandat d'Obama et au début du mandat de Trump. C'est-à-dire que lorsque Obama, après la déroute essuyée lors des midterms de 2014, conclut un accord important avec Xi Jinping sur l'environnement, on est toujours dans la phase dans laquelle les États-Unis considèrent qu'il faut engager la Chine dans les affaires du monde, dans une vision de partage du fardeau, pour lequel les États-Unis sont les numéros 1 incontestables et incontestés.
Et ça change à la fin du mandat d'Obama, lorsque notamment les États-Unis découvrent que, contrairement aux engagements pris par les Chinois, par Xi Jinping lui-même, il y a eu la militarisation des îlots de la mer de Chine, et il y a ce qui apparaissait comme des initiatives commerciales, les routes de la soie, deviennent en fait, dans la vision américaine, une sorte d'impérialisme en action. Et ça va devenir très vite, pendant le mandat de Trump, finalement le dernier point qui arrive à unifier les démocrates et les républicains. Donc c'est ce qui fait que c'est central, parce que c'est pas un objet de discussion. On va discuter sur les moyens de contrecarrer la Chine, d'endiguer la Chine, mais pas sur la nécessité de l'objectif et qui relève de l'évidence. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'Union soviétique, il y a une interpénétration qui est très très forte entre les économies, et donc une menace qui est beaucoup plus plastique que celle qui était en évidence pendant la guerre froide, où il s'agissait de blocs qui avaient très peu de relations entre eux. Donc ce sentiment de vulnérabilité américain est beaucoup plus fort, parce qu'il y a cette interdépendance. Et je dirais aussi qu'il y a un sentiment de vulnérabilité dans l'exercice du pouvoir chinois, avec cette efficacité du régime autoritaire plus, par rapport à une démocratie qui, au même moment, patine et incapable de fonctionner de manière rationnelle et efficace. Donc, on a tout ce soubassement qui fait que l'obsession chinoise est centrale, et que c'est peut-être effectivement, comme tu le suggérais un peu, par la périphérie que le Proche-Orient peut revenir parmi les préoccupations américaines, s'il y a le calcul qui est fait que tout terrain perdu par les États-Unis pourra être potentiellement un terrain gagné par l'influence chinoise. On en a eu un avant-goût avec la Syrie et avec Poutine. C'est-à-dire que quand Obama voit arriver Poutine aux côtés de Assad, il y a un sentiment évidemment, c'est après le renoncement aux lignes rouges de 2013, il y a un sentiment de mépris gigantesque vis-à-vis de Poutine. Il traite la Russie de puissance régionale. En gros, c'est un porte-avions avec une station-service. Toutes ces images-là qui sont très, très, très méprisantes. Mais in fine, on voit plutôt l'influence russe qui a avancé. Et ça pourrait être justement un cas d'école rapporté à la Chine. Tu t'arrêtes là, Gilles? Tu peux continuer encore un peu si tu veux, non? Non, je vais m'arrêter là, si tu veux. Alors, j'aurais immédiatement une question qui est, je crois, qui surplombe un peu notre sujet. Il y a un débat qui s'est développé depuis un certain temps en France entre spécialistes, où on sent de plus en plus des positions affirmées pour savoir si nous sommes ou non entrés dans une nouvelle guerre froide. Et j'aimerais bien, parce qu'au fond, c'est ça le sujet, quand on parle de l'obsession chinoise des États-Unis, c'est d'arriver à la caractériser dans l'environnement international qui est le nôtre. Alors, je donne un avis tout à fait personnel, et j'aimerais bien avoir le tien. Moi, je crois que la comparaison, comme souvent quand on fait des comparaisons entre périodes historiques très différentes, elle est trompeuse. Parce que la guerre froide, c'était une guerre froide comme son nom l'indique. D'abord, elle n'était pas froide, elle était souvent chaude, elle a fait 35 à 40 millions de morts dans toute cette période qui va de 47 à 91. Mais surtout, c'était une guerre entre deux systèmes opposés, de conception du monde et de mise en œuvre de ces conceptions du monde antagonistes.
là, avec la Chine, pour utiliser un langage marxiste ou néo-marxiste, on peut parler de contradiction interimpérialiste. Il s'agit de deux pays qui sont en plein dans le système. La Chine est tout autant un pays capitaliste que les États-Unis. Donc, comment tu te situes, toi, par rapport à cette manière de voir qui ensuite détermine un peu ce que peut être la réalité, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et le caractère rhétorique de cette obsession anti-chinoise? J'ai du mal à m'inscrire dans cette comparaison de guerre froide parce que on avait dans les deux camps des réseaux d'alliances qu'on ne retrouve pas ici. On a plutôt des réseaux d'alliances côté américain, mais pas côté chinois. Et je pense qu'on est plus à l'ère d'affrontements hybrides, alors que ceux de la guerre froide étaient tragiquement plus classiques. Je pense que là, le rapport de force sino-américain est beaucoup plus difficile à percevoir parce qu'il se livre à la fois aux États-Unis avec le jeu d'influence, l'espionnage industriel puissance 10, et moins côté chinois, mais il est à la fois à la périphérie américaine et à l'intérieur des États-Unis. Donc il est plus difficile à définir, à mon sens. Ouais, je m'en tiendrai là pour l'instant. Et je te pousse un tout petit peu là-dessus, après on reviendra évidemment à l'Iran et au rapport avec cette obsession. Qu'est-ce qu'on peut sentir ou analyser, enfin nos collègues en particulier qui travaillent sur la Chine et qui ont certainement plus de compétences que nous, de la réalité des ambitions chinoises? C'est-à-dire on a quand même l'impression que la Chine a des ambitions très fortes dans son environnement immédiat, au sens large. L'Asie centrale, pour la Chine, ça fait partie de l'environnement. Mais qu'il n'y a pas, comment dire, dans la déstabilisation progressive de l'hégémonie américaine sur la planète, dont on sait quand même qu'elle n'était pas une hyperpuissance, comme nous disait Hubert Védrine à l'époque, l'hyperpuissance a vite mesuré les limites de sa puissance. Est-ce que on ne pourrait pas dire que pour l'instant, l'ambition chinoise ne va pas jusqu'à aller au-delà d'une certaine ligne, quoi. Et que la ligne, elle est même géographiquement limitée, pas seulement idéologiquement. Mais ça recoupe ce que j'envisage quand je parle d'affrontement hybride. Je pense qu'effectivement, le rapport chinois à la domination n'est pas forcément territorial. Et la grande crainte américaine, c'est que la Chine se transforme en métronome des normes, que ce soit en matière sociale, environnementale, voire sécuritaire. Malheureusement, il faut se demander si le modèle chinois n'est pas un modèle d'exportation. Quand je dis modèle chinois, un modèle de contrôle et d'étouffement des sociétés civiles. Je pense que ça joue énormément. Donc c'est en cela que la menace que représente ce modèle chinois est perçue comme fondamentalement dangereuse pour les États-Unis, parce que eux tendent à s'accrocher à ce rôle de pourvoyeur de normes. Cette prétention-là, ils l'ont plus que jamais. Ça fait partie de leur puissance, à la fois en termes de soft power et puis en termes de power tout court, et aussi brutal qu'il peut l'être. Donc, c'est un avantage stratégique majeur, ce pouvoir de la norme. On le voit au niveau bancaire, lorsque les États-Unis décident de sanctionner un pays, une société. Les Européens ont été bien placés pour le voir après la sortie du CPOA.
c'est imparable, c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc cet avantage stratégique, ils veulent absolument le conserver. Et pour le conserver, ça veut dire qu'il ne faut pas que la Chine ait une influence trop grande. Alors, est-ce que ça pourrait s'intégrer dans un jeu de sphères d'influence? Il y a déjà des sphères d'influence qui sont en place. La politique d'aide chinoise, ça fait partie de cette politique de sphère d'influence. Mais jusqu'où? Voilà, c'est ça. C'est à partir de quand la sphère est considérée comme menaçante, agressive par Washington? C'est la question. Si je te comprends bien, j'élargis un tout petit peu ta formule que je trouve très jolie. Les États-Unis veulent, quelle que soit l'érosion de leur suprématie, qui est indiscutable, enfin, les chiffres sont là sur la longue durée, indiscutables, mais ils veulent rester les maîtres des horloges et des normes. C'est ça oui, que oui. c'est eux qui fixent le rythme et le cadre dans lequel les choses peuvent se développer, éventuellement d'ailleurs se dégrader. Mais le cadre, c'est eux, c'est ça. Plus ou moins d'ailleurs en accord avec leurs partenaires, avec leurs alliances. S'ils considèrent que ça va être dans leur intérêt de négocier avec certains, les plus importants de leurs alliés, ils feront ce calcul-là par pragmatisme. C'est pas, il y a une souplesse, une flexibilité qui est pas totalement écartée. C'est pas l'impérialisme pour l'impérialisme. C'est plus, ça peut être parfois plus subtil que ça. Alors revenons, si tu veux, à l'Iran et en quoi cet enjeu du retour ou non à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, donc à un apaisement, disons, de la tension qui est quand même très forte depuis des années avec l'Iran, avec des gestes agressifs quand même de part et d'autre, hein, mais des gestes, enfin l'assassinat de Soleimani était quand même un geste d'une rare agressivité. En quoi tout cela a à voir avec la Chine? Voilà. Qu'est-ce qui dans le dossier iranien, inquiète réellement Washington? Je pense que comme l'envisageait Obama, Biden pense que maintenir l'Iran en dehors des puissances nucléaires offre de l'apaisement aux voisins de l'Iran, donc met fin à un cycle de prolifération potentielle. On sait bien que l'Arabie Saoudite, dès lors que l'Iran aurait la bombe, partirait dans cette direction-là. Et donc, ça serait un facteur, enfin, c'était le calcul qui avait été celui d'Obama et qui n'a pas marché, et on ne saura jamais s'il n'a pas marché, parce que fondamentalement, il n'aurait pas pu marcher, ou c'est simplement le manque de temps qui a fait défaut, parce que après alors on était en 2015, donc après près de 4 décennies de tensions exacerbées, bâtir un dialogue vertueux et fécond, ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Mais c'est ça, on réengage l'Iran dans son environnement régional, ça participe à un apaisement, les tensions baissent et donc les États-Unis peuvent d'autant plus se réengager ailleurs. Ça, c'était le calcul d'Obama, revendiqué, assumé, et c'est toujours celui de Biden. Sauf que la carte n'est plus la même. Et c'est pas seulement la carte, c'est les cartes ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce que d'une part, la crédibilité américaine a été touchée mortellement par la décision de Trump de sortir du JCPOA. Quelle valeur accorder à un accord ratifié par Biden? Pourquoi conclure, si on se met à la place des Iraniens, pourquoi conclure aujourd'hui, faire des compromis aujourd'hui qui pourront être mis en cause dans 3 ans? Moins de 3 ans maintenant. C'est un premier point. Et malheureusement, côté américain, il ne peut pas y avoir de verrou de sécurité. C'est-à-dire que la polarisation du Congrès interdit
une ratification endossée par le Congrès qui lui donnerait une valeur supérieure à celle d'un décret présidentiel. Donc ça, on ne peut pas avoir cette visibilité à moyen, long terme américaine. Ça, c'est fini. Côté iranien, alors est-ce que c'est cette instabilité américaine qui la nourrit ou est-ce qu'elle est sui generis? Ça, j'en sais rien, je ne suis pas spécialisé de l'Iran, mais il y a une capacité maintenant à devenir une puissance de seuil qui est évidente. En tout cas, on a l'impression que c'est le choix qui a été fait depuis la sortie des Américains du CPOE. Et quel mécanisme ferait que les Iraniens renonceraient à cette compétence qui, de toute façon, est là? La compétence et les matériaux. Donc, ça rend les choses quand même extrêmement compliquées. Et encore une fois, l'amorce de négociations entre l'Iran et la Chine, si la Chine décide parce que elle est ulcérée par les positions américaines sur Taïwan, les Ouïghours et j'en passe, s'il y a une soupape qui s'ouvre pour les produits pétroliers iraniens en direction de la Chine, et ben tout le mécanisme de pression qui devait conduire l'Iran à s'engager dans la voie de négociation pour parvenir à un résultat, ben ça perd toute sa validité. Donc, voilà, la situation et c'est d'ailleurs assez impressionnant, quoi. En 6 ans, la situation a été bouleversée. Et la décision d'un homme, en l'occurrence Trump, de sortir son pays de cet accord aura des conséquences, mais à très très long terme, dévastatrices à mon sens. C'est vraiment la décision de politique étrangère la plus mortifère pour les États-Unis à mon sens. Ce qui me frappe moi personnellement, c'est parce que je suis un lecteur extrêmement attentif de la presse israélienne, c'est le domaine de mon travail, donc je la regarde de près, c'est l'unanimité à quelques ignares près des opinions en Israël, qu'elles soient de gauche, de droite, du centre, etc., sur le fait que la décision de Trump, donc de Netanyahou à l'époque, était une imbécilité, parce qu'elle amenait à terme un retour à l'accord avec en plus l'enrichissement de l'uranium. Entériné, d'une certaine manière, on va voir s'il y a accord et quels sont les termes, mais vraisemblablement, personne ne fera revenir les Iraniens en arrière sur leurs acquis du point de vue de l'enrichissement. Alors qu'ils ne sont pas un enrichissement au seuil même, mais enfin qu'il les rapproche du seuil. Alors, ça m'amène à une question, ça, extrêmement précise. J'ai l'impression que tout le monde a négligé une des dimensions majeures de tout ça, qui sont les rapports entre Poutine et Netanyahou, et aujourd'hui Poutine et Bennett. Parce que Bennett a passé un bon moment à Moscou, et sous prétexte de Covid, il y est resté beaucoup plus longtemps que prévu. C'est assez intéressant de le savoir. Visiblement, les Israéliens ont un feu vert de Moscou quand ils bombardent assez régulièrement, et depuis longtemps, l'Iran, pas l'Iran, mais les troupes iraniennes, évidemment, en Syrie. Est-ce que ce fait-là n'est pas, du point de vue des Iraniens, un élément qui les précipite vers les Chinois, dans la mesure où les Russes étaient leurs seuls alliés dans toute cette affaire? S'ils sentent cette alliance en difficulté, ou même plus qu'en difficulté, est-ce que ce n'est pas logique, de leur point de vue, d'aller chercher vers la Chine, un allié d'ailleurs plus puissant que la Russie en réalité, sinon dans la région, en tout cas mondialement. Et effectivement, moi, ce qui me frappe dans les tout derniers jours, c'est que les rencontres qui étaient privées, officieuses, sont devenues officielles. Et deuxièmement, que le flirt qui était plutôt à l'origine iranien a maintenant visiblement un peu plus de répondants du côté chinois. C'est que les Chinois ont l'air de vouloir s'engager un peu plus loin, alors qu'au début, ils étaient très prudents. Je dirais 3 choses. La première chose, c'est qu'on l'oublie souvent, quand même, la principale victime de ce rapport de force, c'est quand même le peuple iranien.
qui est soumis depuis des années et des années à un régime vraiment infernal, quoi. C'est vraiment, il faut quand même le souligner. Le deuxième point, je rappellerai quand même l'ancienneté de l'investissement, l'ancienneté de l'histoire assez subtile et intime du pouvoir russe sous toutes ses formes avec la région. C'est-à-dire que ils sont pas en terre étrangère. Ils connaissent, ils ont des très bons experts, des très bons spécialistes. Donc, il y a une familiarité avec la région. Ils ont même fait une république soviétique à une certaine période. Hein. Que les Chinois n'ont pas pour l'instant. Et là où j'ai des questions et pas de réponse, parce que je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais c'est dans quelle mesure la pression américaine sur la Chine pousse la Chine à s'ouvrir par rapport à l'Iran. Et dans quelle mesure l'Iran est une carte pour la Chine dans son rapport extrêmement complexe avec les États-Unis. Et on peut pas le négliger, ça, cette option. C'est-à-dire que est-ce que l'ouverture vers l'Iran s'inscrirait dans une vision géographique ou plutôt dans une vision stratégique? Instinctivement, je dirais plutôt que ce serait plutôt dans un rapport stratégique avec Washington, mais je peux me tromper. Mais par exemple, pour te pousser un tout petit peu plus loin, du point de vue de l'Iran, une alliance chinoise élargie, disons, et affirmée, c'est une manière d'échapper aux sanctions, une manière importante d'échapper aux sanctions. Donc, ce n'est pas négligeable, je veux dire, ce n'est pas simplement des jeux d'alliance et de diplomatie. Deuxièmement, à l'inverse, du côté chinois, quand on dit l'Iran, je ne dis pas que les alliés de l'Iran sont des alliés inconditionnels qui obéissent au doigt et à l'œil, on sait bien que c'est faux, mais enfin, l'Iran, c'est aussi le régime de Bachar tel qu'il est et que l'Iran soutient, c'est aussi le Hezbollah, c'est aussi les milices pro-iraniennes, les vraies, pas chiites, mais pro-iraniennes, c'est aussi les Houthis d'une certaine manière. C'est-à-dire, l'Iran ne se présente pas nu, il se présente avec quand même un déploiement régional non négligeable qui peut intéresser les Chinois, alors en termes, comme tu dis, stratégiques plus que géographiques. Oui. Oui. J'ai rien à ajouter. D'accord. Alors, j'avais une autre question, mais qui me ramène plus en arrière sur ce que tu as dit au départ, parce que je trouve que ce qui est très intéressant en général dans ce que tu écris, et que j'aime bien dans le monde d'ailleurs, pas seulement toi, mais bon, ce que le monde fait, c'est d'arriver à resituer dans la longue période historique. Parce que je trouve que quand on regarde de loin, bon, indiscutablement, les États-Unis sont un allié stratégique fiable d'Israël, quel que soit le gouvernement israélien. Ça dure depuis au moins 67, depuis que les Français, avec l'embargo, se sont mis hors jeu, disons, de ce qu'ils étaient avant. On a, j'ai l'impression, négligé le fait que le soutien quasi inconditionnel à Israël à toutes les grandes phases du conflit israélo-palestinien, c'est toujours accompagné, à partir, disons, de Brzezinski, d'une volonté de ce qu'on appelait à l'époque, tu t'en souviens sûrement, le consensus stratégique. C'est-à-dire, l'idée des Américains n'était pas on soutient Israël, point. C'était on arrive à inclure Israël et les pays de la région, en particulier arabes, mais pas seulement, dans un ensemble pro-occidental sur lequel on puisse compter à la fois pour des raisons de sécurité du Golfe, pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, des raisons militaires, etc. Et j'ai l'impression qu'au fond, ce que décline Biden aujourd'hui, comme Obama en son temps, mettons à part Trump, je ne sais pas s'il déclinait quoi que ce soit, mais quand on prend sur la longue durée, il y a quand même cette volonté-là qu'on retrouve aujourd'hui de créer, de stabiliser un système d'alliance qui soit dans une période de retrait, aussi une sorte de pis-aller positif, quoi.
Il y a de cela, incontestablement, à deux réserves près, à mon sens. La première, c'est que quand même Biden appartient à la génération du Parti démocrate, sans doute la plus alignée sur Israël. Alors, est-ce que ça va jusqu'à privilégier Israël aux dépens d'un jeu régional d'alliance? Je ne crois pas, mais il faut quand même se souvenir que voilà, Joe Biden, c'est un démocrate de 79 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, cet écart enfin, plutôt cet équilibre entre démocrates sur le regard porté sur Israël et le regard porté sur les Palestiniens, il est générationnel. C'est-à-dire que les jeunes démocrates sont beaucoup plus ouverts sur les Palestiniens que leurs aînés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la dérive républicaine sur le rapport à Israël avec l'importance prise par l'aile évangélique. C'est-à-dire que la question israélienne est lestée maintenant lourdement de tout un corpus de religiosité qui fait que c'est plus de l'ordre de la raison, c'est plus de l'ordre de la raison stratégique, c'est même plus de l'ordre des intérêts de l'intérêt national. On est dans le sacré et c'est très dommage parce que ça pousse à un discours, à des postures, à des attitudes qui sont incompatibles avec l'exercice calculé, froid, parfois déceptif de la diplomatie. Ton prédécesseur, je crois immédiat, ou il y a peut-être eu Corinne entre-temps, je ne sais plus. C'était Corinne. Mon prédécesseur était une prédécesseuse. Voilà, et avant, c'était Sylvain. C'est lui dont je voulais parler. Donc, Sylvain a participé aux confluences Méditerranée que je viens de coordonner sur les contradictions de la société israélienne. Et lui fait un papier, un des deux papiers qu'il fait, c'est sur le judaïsme américain. Alors, j'ai bien entendu ta distinction de génération, mais quand même, j'imagine que Biden, surtout avec Malé à ses côtés, doit jeter un œil de temps en temps sur les éléments de connaissance sur l'évolution de l'électorat juif américain. Ce que souligne Sylvain dans son papier à partir de sondages assez récents, c'est vraiment une évolution qualitative. C'est-à-dire, il dit, je cite un sondage, on pourrait en citer d'autres, 25% des juifs américains aujourd'hui considèrent qu'Israël est un État d'apartheid, 25%, et quasiment 50% des jeunes juifs américains, il y a moins de 35 ans, non, 40%, je m'excuse, 40%, disent c'est un État d'apartheid. Ça dit, comme on est quand même au plus pointu de la caractérisation de la politique israélienne, qui fait encore débat et très largement, on mesure là quand même le fait qu'il y a vraiment un décrochage qualitatif d'une partie de l'électorat juif américain, non seulement par rapport à Trump ou par rapport à la politique, disons, Netanyahou, mais vraiment par rapport à Israël. Quelque chose qui devrait normalement peser aussi sur la politique de Biden, s'il n'est pas bloqué par l'aspect générationnel que tu soulignais. Il y a quand même dans l'évolution des Juifs américains, pour aller vite, des éléments qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin qu'autrefois, sans craindre d'être pris. C'est vrai que les évangélistes ont d'une certaine manière pris la succession du lobby dit juif d'autrefois, mais le lobby reste quand même un élément important dans la détermination de la Maison-Blanche. Certes, mais encore une fois, la carte électorale américaine, elle passe par le Wisconsin, elle passe par le Michigan, elle passe par la Pennsylvanie. Et là, le facteur que tu mentionnes joue très très peu. Alors que l'autre, le facteur évangélique, joue énormément. Donc voilà, il faut
faut jamais l'oublier, quoi. On gagne dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, éventuellement dans l'Ohio il y a 20 ans. À New York aussi, quand même. Oui, mais New York, c'est acquis. acquis. Donc, c'est pas là où ça se joue. Ça se joue dans les 3 que j'ai mentionnés, avec des États qui entrent, qui sortent. La Floride était potentiellement intéressante, elle l'est plus. On dirait qu'elle est un peu plus ancrée côté républicain. L'Arizona peut être prometteur durablement, peut-être la Géorgie, mais voilà, c'est là. Et donc, il faut à chaque fois regarder, est-ce que ça joue là? Et en général, ça ne joue pas là, malheureusement. Alors, Gilles, ta transition me pousse au crime. Voilà. On avait dit qu'on restait sur le fil qui était le nôtre, mais je peux difficilement t'avoir comme invité aujourd'hui, sachant que tu as quitté les États-Unis quasiment après le Capitole, c'est ça? Non, je suis parti en juillet. Ah, tu étais parti déjà. J'avais en tête. Non, je suis parti en juillet après le Capitole. Après, oui, donc tu as vraiment vécu le drame, on peut dire, la catastrophe du Capitole. On vient d'en faire la commémoration avec toute une série d'émissions, de choses intéressantes. D'ailleurs, je signale notamment, puisqu'ils sont toujours en ligne, les 2 documentaires sur Arte Replay. L'un sur le Capitole proprement dit, l'autre sur l'ensemble des mouvements suprémacistes armés et la manière dont ils se développent. Visiblement, ça reste tout à fait d'actualité. Toi, ton sentiment quand tu vois tout ça, avec l'expérience que tu as acquise sur place, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en France, on sous-estime la gravité de la fracture intervenue au moment du Capitole et tout ce qu'elle révèle de la décomposition, d'une certaine manière, de la démocratie américaine. Oui, alors je partage tout à fait ton sentiment. Alors mon sentiment est très subjectif et j'admets tout à fait qu'il soit discuté, mais je suis assez exaspéré de voir régulièrement dans les colonnes de la presse conservatrice française des articles qui reposent en fait sur le constat effrayé que les universités américaines seraient plus radicales que les maisons de retraite, en gros, quoi. Le problème, il n'est pas là pour les États-Unis. Il y a une radicalisation sur les campus qui produisent des exclusions tout à fait dommageables, absurdes, stupides. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est même pas ce qui s'est... Le problème, c'est évidemment ce qui s'est passé le 6 janvier, mais je dirais que ce qui s'est passé depuis le 6 janvier est encore pire, parce qu'il y a eu la banalisation du 6 janvier. C'est-à-dire que le 6 janvier était devenu une doxa pour le Parti républicain, avec une réécriture de l'histoire qui est devenue maintenant la parole sainte du Parti républicain. Mais pour toi, le 6 janvier, c'est quoi? Pour toi, qui a été là-bas pendant des années, qui a observé ces choses avec un point de vue subjectif, bien sûr, mais on a tous des points de vue subjectifs, mais bon, il y a beaucoup de bases objectives quand même. Le 6 janvier, pour te dire, c'est une de mes erreurs d'analyse les plus majeures, la plus récente et la plus importante. C'est-à-dire que, alors je ne l'ai pas écrit parce que je ne l'ai pas écrit comme ça, mais j'étais au fond de moi persuadé que c'était l'électrochoc, que pour le Parti républicain, ils avaient perdu avec Trump, ils avaient le 6 janvier sur le dos, marqué au fer rouge par le 6 janvier, que c'était l'électrochoc et que, certes, le Parti républicain allait garder des parties du Trumpisme, sans doute, sur le protectionnisme, sur l'immigration, mais que cette volonté de déconstruction du réel, cette obsession de faits alternatifs, ça allait partir avec le 6 janvier parce que ça allait partir avec Trump. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que Trump sort renforcé par le 6 janvier, ce qui est incroyable.
C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène absolument fascinante. Donc, il y a eu des célébrations du 6 janvier, commémoration du 6 janvier. Et puis, alors, les Républicains n'étaient pas là, mais la question a été posée à Ted Cruz, qui est un bon thermomètre, Ted Cruz, aussi détestable soit-il. Question, il y a un reporter qui tend un micro à Ted Cruz, et Ted Cruz parle des événements terroristes du 6 janvier. Bon, voilà, ça devrait être banal, quoi. Il est convoqué, enfin, ça ne peut pas dire autre chose. Il est convoqué par Tucker Carlson sur Fox News le lendemain pour qu'il s'excuse presque, qu'il reconnaisse qu'il a employé un mauvais terme, que sa langue a fourché. Alors, et non seulement il a invité pour faire pénitence, mais en plus il est torturé allègrement par Carlson qui lui dit « Voyons, un type comme vous aussi brillant, votre langue aurait fourché, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il le pousse. Et Ted Cruz sue sang et eau pour se sortir de ce truc-là, mais ça dit la puissance de ce récit et ce qu'il y a derrière ce récit, c'est cette vision de l'Amérique qui, moi, m'inquiète beaucoup. Et pourquoi ça n'a pas été un signal d'alarme audible par la grande masse de l'électorat républicain qui n'est pas suprémaciste? Il y a quand même une confusion qu'on voit bien dans le documentaire sur le 6 janvier entre une petite minorité extrêmement violente, extrêmement idéologisée, on pourrait dire nazifiée pour dire des mots que les gens entendent, même si la comparaison n'a pas de sens. Et puis une grande masse de trumpistes qui sont embringués là-dedans pour des tas de raisons, mais qui ne sont pas idéologiquement comparables. Mais quand même, ils se font prendre, quoi. Les gens se font happer par cette... Il y a deux phénomènes qui s'ajoutent l'un à l'autre pour créer cette situation. Le premier, c'est la posture de guerre civile larvée que les républicains ont contribué à installer à partir de Newt Gingrich en 1994. Et cette posture-là fait que l'autre est un ennemi. Et que donc, même si mon camp a une attitude déplorable, c'est mon camp. Et je suis quand même plus proche de mon camp que de l'autre camp. Et le deuxième phénomène, c'est, j'espère, une sorte de cercle des tyrannies des minorités à tous les échelons. On l'a au niveau fédéral avec le mode d'élection qui fait que les électeurs du Wyoming, pour le Sénat, ont autant de poids que les électeurs de Californie. 37 millions d'un côté, 500 000 personnes de l'autre, très conservatrices, rurales. C'est pas une fatalité d'être conservateur quand on est rural, mais enfin, il se trouve qu'ils sont ruraux et aussi conservateurs. Et donc, ils ont le même poids, le même poids. Tyrannie des minorités à la Cour suprême, parce que, évidemment, les juges sont choisis et validés par les sénateurs, et tyrannie des minorités aussi à plein d'autres élections, du fait des règles que les républicains ne cessent d'ajouter pour empêcher des minorités de s'inscrire, enfin, ou pour rendre plus compliqué les inscriptions sur les listes électorales ou l'exercice du droit de vote. Donc, on a toutes ces petites chaînes de tyrannie de minorité qui produit, in fine, avec un tribun incendiaire tel que Trump, le 6 janvier. C'est cette capacité à faire basculer... c'est malheureusement la fatalité de l'avant-garde éclairée. Si, je n'utiliserai pas éclairée, mais en tout cas de l'avant-garde, quoi. Bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des États-Unis. J'en sais ce que les spécialistes que je connais écrivent. Je t'ai lu quand tu étais là-bas. J'ai lu Corinne, j'ai lu Sylvain, évidemment. J'ai lu aussi Golub. Enfin bon, je me nourris de ce qui peut me nourrir. Qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'au fond, sur la grande période, sur la longue période, tout ça n'est
pas fondamentalement, entre guillemets, le dernier cri de l'homme blanc. C'est-à-dire une réaction des petits blancs américains, essentiellement, à un véritable déclin démographique qui fait qu'aujourd'hui, si tu me corriges si je me trompe, la majorité des enfants qui naissent aujourd'hui ne sont plus blancs. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un futur, entre guillemets, de grand remplacement, pour utiliser les formules complètement idiotes qu'on peut entendre pour la France, mais là, on a réellement, démographiquement, une bascule qui est en train de s'opérer. Est-ce que tout ça n'est pas une espèce de dernier sursaut, quoi? Tout à fait. Certains disent ça d'ailleurs à propos de la France, et je trouve que ça n'est pas stupide. C'est-à-dire qu'une partie de la réalité de l'intégration des jeunes issus de l'immigration en France fait qu'on a un sursaut. Et ce sursaut est forcément violent parce que la réalité qu'elle confronte est une réalité violente. Et tout à fait, parce que effectivement, je me souviens quand j'étais arrivé à Washington, un an plus tard, il y avait eu un rapport d'un think tank qui travaille beaucoup sur les questions religieuses, qui fait tous les ans, au mois d'octobre, une sorte de grande introspection de la société américaine. Ils avaient publié leur rapport en mettant en avant le mot d'anxiété. Et ce mot d'anxiété était annonciateur de la candidature de Trump et de sa victoire. Parce qu'effectivement, je crois que c'est... Alors, en plus, la date ne cesse de s'avancer, mais la fin de la minorité blanche, c'est, je crois, 2040. La majorité, tu veux dire? Ouais, la majorité blanche. Et au niveau électoral, c'est un peu plus retardé, mais voilà, c'est demain. C'est demain. Donc, c'est très important, effectivement, c'est très important parce que ça charrie derrière un discours de nostalgie sur le c'était mieux avant, quoi. Alors, c'est très marrant parce que les déclinistes sont souvent des hommes qui ont passé la soixantaine et qui trouvent que c'était mieux avant. Donc, ils regrettent sans doute leur jeunesse pour faire de la psychologie de comptoir. Mais cette nostalgie a été vraiment un moteur du Trumpisme. Il a cessé de jouer là-dessus. Son slogan « Make America Great Again », c'était ça, c'était vraiment là-dessus. Alors, ça, c'est la vision sombre, assez démoralisante des États-Unis. Si on veut être un petit peu optimiste, on peut constater aussi que les États-Unis, c'est le pays des remplacements successifs. Il y a eu au XIXe siècle un mouvement comme ça très identitaire qui avait pour nom les Know Nothing, qui était c'était les WASP, les protestants anglo-saxons qui voyaient arriver les catholiques et qui s'en inquiétaient énormément. Et puis, dans les années 20, il y a eu cette réforme de l'immigration qui favorisait les pays d'Europe du Nord, évidemment protestants, aux dépens des pays d'Europe du Sud, évidemment catholiques. Et puis les choses avancent, et puis des migrations qui n'ont pas été anticipées se produisent. La grande poussée démographique aux États-Unis aujourd'hui, c'est la poussée asiatique. Alors, asiatique, dans les critères américains, c'est très très large, puisque ça englobe en fait de l'Inde au Japon, quoi. C'est toute cette aire géographique qui est regroupée sous le terme d'asiatique. Mais c'est là qu'est le moteur aujourd'hui. C'est même plus la natalité latino. Donc, on a ces vagues. Et ce pays a quand même, par le passé, fait la preuve, non sans des accès de violence, sans des points de crispation terribles, de sa capacité quand même à avancer avec ses composantes successives, se combinant les unes les autres. Donc, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils y arrivent encore. Mais
tu dis c'est décliniste et ça pousse au désespoir ou ça pousse, mais le sursaut face au déclin, c'est aussi une période qui passe parce que là, il ne s'agit pas de déclin, il s'agit d'une nouvelle société plus mixte, Absolument. plus complexe. Donc elle peut elle aussi être porteuse Tout à fait. dynamique positive. Et je pense la même chose de la France. Au fond, quand on regarde ce développement des populismes dans le monde, et le trumpisme en est un bon exemple, on est quand même dans la réalité des aspects négatifs de la mondialisation et qu'on ne veut pas reconnaître parce qu'on est dans un discours extrêmement superficiel. La mondialisation, elle a aussi des conséquences économiques, sociales qui nourrissent ces courants-là. Enfin, on peut difficilement y échapper. Ce n'est pas des déterminismes, mais on a quand même une réalité. Je prends toujours cet exemple qui m'intéresse, comme tu sais, dans l'histoire juive. L'affaire Dreyfus et le courant anti-Dreyfusard, quand on prend du recul, c'est quoi? C'est le sursaut après l'émancipation des Juifs par la Révolution française, par une partie de la société française qui n'accepte pas que les Juifs deviennent des citoyens égaux. Alors ça se traduit avec l'affaire Dreyfus, ça se traduira de manière plus dramatique ensuite avec Vichy et le copain de Zemmour, comment s'appelle-t-il, Pétain, je crois, qui quand même a déporté 76 000 Juifs et les a livrés à la Shoah. Donc ces phénomènes de sursaut sont des phénomènes souvent éprouvés, connus dans l'histoire, et qui ont, à terme, sont eux-mêmes surmontés, si je puis dire. Oui, sans compter qu'aux États-Unis, tu as évidemment des cas de figure très différents, suivant que tu es dans une métropole où le brassage est quotidien et se passe bien, ou dans des coins plus reculés, des Appalaches, victimes il y a maintenant depuis près de 40 ans de désindustrialisation, où il y a une sorte d'accumulation de frustration, d'anxiété et de nostalgie. Et ça fait un cocktail que des populistes peuvent utiliser. C'est pas par hasard si le vote Trump est relativement faible dans les métropoles, justement. C'est un peu Hénin Beaumont, alors. Oui. Donc on part, voilà. Parce que ça nous renvoie comme toujours à cette carte électorale avec ces États qui sont déterminants et pour y triompher électoralement, il faut trouver un discours qui est adapté et il y a des discours qui sont très très populaires dans les quartiers de Brooklyn, discours démocrate, mais qui passe pas du tout dans le Wisconsin et au Michigan ou en Pennsylvanie. Donc voilà, gagner suppose de parler à son électorat. Pour y revenir à cette question du rapport entre les petites minorités suprémacistes armées extrêmement violentes, extrêmement organisées, et la grande masse de l'électorat républicain, tu vois ça évoluer comment et quels sont les facteurs qui pourraient détacher une partie de cet électorat républicain de ces minorités? Parce que quand on les regarde objectivement, en tout cas ce que moi j'ai pu en connaître et voir, c'est quand même assez effrayant, quoi. C'est la SA, quoi. Je veux dire, je ne veux pas encore une fois prendre des comparaisons pas lieu d'être, mais enfin, c'est des milices extrêmement violentes, meurtrières, sanglantes. C'est des gens qui n'hésitent pas à faire mourir des centaines de personnes. Enfin, c'est ce qu'on a vu du suprémacisme qui est un terrorisme aussi violent que peut l'être le terrorisme islamiste ici ou là. Oui, c'est d'ailleurs, je suis arrivé donc aux États-Unis en 2014, je suis reparti en 2020, et entre-temps, pour le FBI, la menace terroriste est passée de djihadiste à d'extrême droite. Maintenant, elle est elle est devenue majoritaire en termes de victimes assez vite, en fait. Je pense que la dernière grande tuerie imputée à des djihadistes, c'est San Bernardino en novembre-décembre 2015. Et après, on a plus d'actes qui sont imputables à l'extrême droite suprémaciste. C'est très, très minoritaire.
je suis pas, je vois pas de porosité entre un parti républicain, même à forte composante évangélique, et ces milices-là. Je vois pas, je vois pas une disponibilité. En revanche, ce que je vois, c'est un discours démocrate répulsif au point où on va tolérer côté républicain ces minorités-là, sans les rejoindre, sans adhérer à leur thèse. Mais on va considérer aussi, encore une fois, dans cette logique de la guerre civile où je sors de ma tranchée à mes dépens, et donc je reste dans ma tranchée, quels que soient les gens qui s'y trouvent. C'est plus ça, si tu veux, qui me frappe. Est-ce que le Capitole, si tu veux, le 6 janvier, c'est pas un moment où les deux confluent? C'est-à-dire, il y a des minorités armées. Visiblement, c'est un tout petit nombre de gens qui ont organisé l'affaire du Capitole, sous les ordres de Trump, semble-t-il, de manière à peu près certaine, mais en entraînant toute cette masse de gens qui allaient au Capitole sans savoir très bien ce qu'ils allaient y faire. Mais certains savaient ce qu'ils voulaient y faire. Et oui, eux, ils étaient armés, et eux, ils ont tiré, et eux, enfin bon. Mais ça, c'est typiquement l'effet de masse. C'est le contexte très particulier de 3 mois de discours incendiaires de Trump, enfin 3 mois, même un peu plus, mais dans les derniers mois de la présidentielle, et puis après avec le décompte, il y avait quand même une mise sous tension d'un électorat vraiment qui était porté à vif, quoi. Et le discours de midi, le 6 janvier, c'est le paroxysme de ça. Mais évidemment, ça s'est produit, donc ça pourrait se reproduire. Peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que le 6 janvier, en soi, est peut-être un accident de l'histoire, parce que c'est un effet de masse, une désorganisation de la police du Capitole qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y ait eu cette capacité à pénétrer dans le Capitole, c'est juste insensé. L'incitation au complotisme. Voilà, c'est insensé. Donc il y a je dirais que c'est l'accident de l'histoire, mais le problème, c'est que ça débouche ensuite sur un enquistement d'une vision des États-Unis dans un parti majeur, puisqu'il n'y a pas de place pour d'autres partis que les deux actuellement sur la scène, qui fait que le Parti républicain est vraiment l'homme malade de la démocratie américaine, et que celle-ci ne fonctionne plus. C'est ça qui est tragique. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus grave ce qui s'est passé depuis le 6 janvier que le 6 janvier en lui-même, parce que malgré tout, le 6 janvier, dans la nuit du 6 au 7, l'élection de Biden avait quand même été confirmée, certes avec un nombre insensé de républicains à la Chambre qui votent contre la certification des résultats, mais la machine continue, et il prête serment le 20 janvier, mais depuis, toutes ces lois qui sont votées dans les États, ce discours permanent, le fait qu'il y a encore entre 55 et 65% des électeurs républicains qui considèrent qu'il n'est pas un président légitime, c'est juste insensé. Tu vois la suite comment? Sans faire des pronostics, mais est-ce qu'il y a une possibilité de stabilisation qui permette d'éviter le pire, quoi? Je ne pense pas qu'il y ait de possibilité de stabilisation. Je pense qu'il peut y avoir une stabilisation dans cet état dégradé. C'est un peu le pronostic que je ferais si je devais en faire un. Je pense que ça va rester comme ça quelque temps. Et après, ça dépend beaucoup de facteurs. Ça dépend de la situation économique. Ça dépend des personnes. C'est-à-dire que, encore une fois, il peut y avoir un Trumpisme compatible avec la démocratie et qui n'en soit pas Sans Trump, alors? Alors, moi, je ne pense pas que Trump puisse revenir parce qu'il aura 78 ans en 24.
Je vois pas les États-Unis sortant de Biden très, très fatigués, rempilés avec un autre président septuagénaire. Je pense qu'il y a des élus républicains, notamment le gouverneur de Floride, qui, en tenant un propos assez similaire de celui de Trump, peut tout à fait faire l'affaire pour justement cette base qui ne voudra pas de candidats trop édulcorés, mais si on prend l'exemple justement de ce gouverneur de Floride, ça reste un homme politique qui prend ses décisions en fonction de ses intérêts, mais avec un rapport au réel qui est assez évident, qui est assez. Avec Trump, on était dans un irrationnel érigé en mode de gouvernance. Donc c'était quand même assez périlleux. C'est assez curieux parce que mes souvenirs, en tout cas, c'est que depuis Goldwater, on se disait toujours quand le candidat républicain est trop radical, il favorise la victoire démocrate. Et on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans ce cycle. C'est-à-dire qu'un discours radical, s'il est socialement ancré, c'est-à-dire s'il apparaît comme un discours populiste qui veut du bien aux petits blancs en difficulté du fait d'eux, etc., il a une dynamique forte, quoi. Je pense que par le passé, le discours républicain était beaucoup plus idéologique. Trump n'a jamais été très fort en idéologie, ça ne l'intéressait pas du tout. Et en revanche, il savait agiter les thèmes qui fonctionnaient auprès de l'électorat dont il avait besoin, toujours dans ces fameux États. C'est la base, c'est la matrice. Donc, oui. On donc, a compris sur ce point. Oui. Ça le rendait beaucoup plus plastique et c'est ce qui lui a permis de dérober au Parti démocrate le protectionnisme qui était leur marque de fabrique pendant très longtemps. C'est-à-dire que Trump a fait de la triangulation. C'est pour ça qu'il a gagné, en fait, en 2016. De peu, mais Biden n'a pas gagné de plus large en termes de part d'électeurs dans les États qui lui donnent le nombre de grands électeurs nécessaires. C'est à peu près le même point, c'est à peu près le même résultat. Même si au total, au final, dans le vote populaire, il a plus de 7 millions d'avance. C'est ça aussi, c'est un point qui est un peu inquiétant et qui peut avoir des vertus. C'est-à-dire que on a un prof de sciences politiques aux États-Unis a calculé qu'un candidat républicain pouvait être élu en ayant 20 millions de voix de retard par rapport au candidat démocrate, parce qu'il aurait assez de voix pour avoir les grands électeurs qu'il lui faut. Quand on a goûté à ce point d'absurdité, je pense que il peut y avoir des vertus, enfin en tout cas je l'espère, quoi. Quand on a goûté à ce point oui, c'est absurde d'être battu avec 20 millions de voix d'avance. Normalement, ça doit dire quelque chose. Si je te comprends bien, il y a pire que la Ve République, quoi. Oh oui. Merci beaucoup.